Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre à nouveau pour ce Zoom consacré à ce numéro spécial, un Zoom consacré, comme je le disais, au décès de la reine d'Angleterre, mais également à la proclamation de Charles III comme roi aujourd'hui. Alors, un sujet qui défraie la chronique depuis donc le décès de la reine. Pour en parler avec nous ce soir et à l'instant, Monsieur Gamal Abina, qui est avec nous en direct par Skype depuis Paris. Il est expert en questions internationales. Monsieur Gamal Abina, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Bonsoir. Nous avons également avec nous par téléphone Farid Ben Yahya, économiste algérien. Monsieur Farid Ben Yahya, merci de vous joindre à nous. Bonsoir. Monsieur Farid Ben Yahya, vous êtes toujours là? Alors, le temps de vous retrouver, messieurs. Je commence avec vous, monsieur Gamal Abina. Alors, la reine n'est plus, elle s'en est allée. Une page de l'histoire qui s'est peut-être refermée. En tous les cas, aujourd'hui, le prince ou le roi vient d'être proclamé en tant que tel. Charles III est désormais le roi d'Angleterre qui succède à sa mère. Alors, une ère nouvelle, comme je le disais tout à l'heure, peut-être pour l'Angleterre? Non, pas nécessairement. Le système anglais royal est très bien goupillé. En règle générale, il n'y a pas beaucoup de changements, hein. La tradition est respectée. Il a une particularité, ce Charles III, ce nouveau Charles III, donc, c'est que c'est un roi qui ne s'attendait certainement pas, même si le temps passait, à devenir roi. Il a 73 ans tout de même, c'est pas rien. C'est un homme qui était plutôt versé vers les questions écologiques, qui était plutôt vraiment, j'allais dire presque en périphérie de ce pouvoir monarchique. Il ne faut pas oublier qu'il a divorcé de Diana à l'époque, qu'il a défrayé la chronique par rapport à ça, puisque dans la tradition anglaise, ça ne se fait pas. C'est un homme qui a toujours été un petit peu, qui est vraiment le mal-aimé de l'Angleterre, parce que Diana, qui était très populaire au moment du divorce, pour des raisons qu'on connaît aujourd'hui, a donné le sentiment, Charles a donné le sentiment que c'était pas un homme bien, en substance. Donc les Anglais ont retenu surtout la fameuse Diana, Lady Diana, qui était la reine de cœur, entre guillemets, et puis moins de sympathie pour ce Charles, dont on considérait qu'avec son histoire, avec sa nouvelle épouse, que c'était pas forcément un homme qu'on pouvait aimer. Donc il a une popularité qui est très faible en Angleterre, contrairement à sa mère. Il est très faible aussi dans le reste du Commonwealth, particulièrement dans le reste de ce qu'on appelle la couronne d'Angleterre et de ses différentes zones d'influence. Oui. Au Canada, il y a un sondage qui était fait. On dit qu'il avait 29% de popularité contre sa mère, qui était à 80 ou 90% de popularité. C'est dire à quel point Charles n'est pas bien vu, bien perçu, et n'est pas considéré comme vraiment le roi idéal que les Anglais auraient voulu avoir. C'est pour ça que je posais la question, est-ce qu'il va y avoir un changement avec le roi Charles III? Mais ce qu'on va aborder aujourd'hui, monsieur Gamal Abina, c'est un petit peu ce côté fastueux, ce côté clinquant de la monarchie, une monarchie qui est devenue une véritable source d'argent, voilà, pour dire un véritable business mis sur pied qu'est la monarchie. Alors, est-ce qu'on va poser les questions qui fâchent, c'est-à-dire finalement, d'où vient l'argent de la monarchie? Est-ce que l'argent de la monarchie contribue à l'argent de l'État? Est-ce que l'argent de l'État est de temps en temps utilisé par la monarchie? Vice-versa, comme je disais, monsieur Gamal Abina. Alors tout à fait. Donc la question de l'argent de la monarchie est une question qui a été souvent posée, d'ailleurs tranchée en 70, puisqu'une partie de cette immense fortune, c'était la première fortune d'Angleterre à l'époque, a été divisée quasiment par deux, puisque les joyaux de la couronne n'appartiennent plus à leurs ex-possédants. Ensuite, il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à ça. D'où vient l'argent de la monarchie? En général, la monarchie se fait par spoliation. Il ne faut pas se raconter d'histoire, à savoir que un homme qui prend le pouvoir, qui devient roi ou qui s'autoproclame roi, en règle générale, va spolier sur les paysans à l'époque, les féodaux, et va spolier évidemment les terres qu'il va conquérir. Ce qui concerne l'Angleterre, c'est un peu ça. Pour vous donner un exemple très concret, par exemple, d'où vient l'argent, la fameuse couronne d'Angleterre est sertie d'un immense, du plus grand diamant au monde, qui n'appartient pas à l'Angleterre. Le joyau de la couronne, oui. Tout à fait. Le diamant de cette couronne appartient au Pakistan. C'est vous dire un peu l'idée qu'on peut avoir de la fortune de la monarchie. Évidemment, c'est un secret bien gardé. En même temps, on sait que la monarchie est un vrai business. Il y a des investissements un peu partout, dans la terre, dans les châteaux évidemment, dans des outils de production, dans des ports, dans des outils agricoles. Donc la monarchie a quand même su installer et pérenniser une puissance économique qui est rarement égale en Angleterre, puisque c'est la troisième fortune d'Angleterre. Et c'est une puissance qui fait jaser et parler. Et en même temps, c'est une façon de séduire, parce qu'une monarchie qui est forte et riche
ce n'est pas comme en France, par exemple, une dégradation de ce qu'on a appelé à l'époque l'aristocratie française, où la plupart des aristos aujourd'hui sont plutôt pauvres et ont très peu d'influence. En Angleterre, le système aristocratique est très puissant à telle enseigne que la plupart des hommes qui veulent réussir en Angleterre cherchent à être anoblis, sortir de leur rang de roturiers, donc qui ne sont pas des nobles, pour devenir des nobles en devenant des lords, ou en devenant simplement des sœurs. C'est comme ça qu'on les appelle quand on les anoblit. Oui. Alors, monsieur Falid Ben Yahya, vous êtes avec nous? Oui. Oui, très bien. Alors, bienvenue, bonsoir. Monsieur Falid Ben Yahya, justement, la monarchie, les recettes des produits dérivés, justement, bâtis autour de la monarchie, comme on les appelle les goodies. Alors, c'est une industrie assez rentable, justement, comme je le disais avec monsieur Gamal Abina. D'où vient cet argent? Surtout, mais comment est géré cet argent? Bismillah ar-Rahim, je vous salue, je salue votre invité ainsi que nos chers auditeurs. Eh bien, la monarchie, donc la monarchie britannique, c'est une grande monarchie, d'accord. Donc, elle a eu beaucoup de richesses à travers les Indes, Hong Kong, donc le Canada, l'Afrique, donc l'Amérique latine. Donc, elle a beaucoup de richesses. Et cette richesse-là, d'où vient-elle? Bien sûr, donc ils ont eu pas mal de conquêtes, et c'est une monarchie qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait presque 1000 ans, d'accord. Donc c'est une monarchie qui a des racines, qui a des relations, je dirais, très puissantes avec pas mal de pays du monde. C'est une monarchie dont sa richesse, je pense que c'est la première richesse d'Angleterre. Ça m'étonnerait qu'elle soit la troisième ou la deuxième. Pourquoi? Parce que toute la terre d'Angleterre appartient à la reine. Donc ça, c'est une loi qui existe au niveau d'Angleterre. Et donc tout ce qui est richesse au sein de l'Angleterre appartient à la reine. Si demain vous allez exploiter une terre, vous allez trouver du pétrole, et bien le pétrole sera parti donc de la reine d'Angleterre. Et le richesse, je pense qu'elle dépasse des milliards de dollars, d'accord. Donc ils disent que c'est une monarchie qui a à peu près 500 millions de dollars. Moi, ça m'étonnerait que ce chiffre d'affaires-là qui a été avancé est réel, mais la plus grande partie... Vous vous étonnez, monsieur Falid Ben Younes, vous vous étonnez que ce chiffre-là soit réel dans le sens, est-ce que ça va plus ou moins? Plus, bien sûr, plus. Falid Ben Yahya, pas Ben Younes, Falid Ben Yahya. Donc c'est plus que ça, pour la simple raison qu'elle a beaucoup de richesses et qu'il y a la partie cachée de l'iceberg. Donc il y a une partie apparente de l'iceberg, bien sûr la reine avec ses châteaux, ses richesses, etc. Oui. Mais la partie cachée de l'iceberg, elle n'est pas connue. Donc il y a beaucoup de sociétés à travers le monde. Donc ils font du business, ils sont actionnaires un peu partout dans le monde, d'accord. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, donc ils ont pas mal d'immobilier dans le monde. C'est une richesse très très importante. Et même ils ont du pouvoir, d'accord. Donc c'est des gens qui ont du pouvoir, un pouvoir très très important. La Chambre des Lords et ainsi que les organisations secrètes de l'Angleterre qui sont très connues, d'accord. Donc elle a une influence, je dis, très très importante dans le monde. Et c'est à l'inverse de la France. Donc la France, beaucoup plus, on trouve un peu la gauche, la culture de gauche qui est installée au niveau de France, mais en Angleterre, c'est le vrai capitalisme, d'accord. Donc c'est le vrai capitalisme, c'est des listes, c'est les sœurs, c'est ça le système anglais, britannique, qui même si on voit par exemple le choix de Liz Truss en tant que Premier ministre du Royaume-Uni, sa politique c'est bien de diminuer les impôts pour les grandes entreprises, pour essayer de booster soi-disant l'économie britannique. Donc c'est un choix qui a été fait, mais c'est toujours le choix, il faut toujours les riches qui dominent l'Angleterre et qui dominent ce système politique pour maintenir, je dis, le système monarchique en Angleterre. Pour perpétuer la fortune royale. Monsieur Gamal Abina, la reine parle même de firme, elle ne s'en cache pas, au fait, c'est une véritable firme, une véritable entreprise, une industrie. J'allais dire, ce business sera-t-il, ou la façon de gérer ce business sera-t-elle la même après donc l'intronisation de Charles III, le roi? Donc, d'autant plus que ce clinquant, ce faste a été critiqué, même s'il est apprécié par certains, il est très critiqué par d'autres qui voudraient voir cela changer, monsieur Gamal Abina. Tout à fait. On vient de parler à l'instant de la Première ministre qui vient d'être nommée. C'est une républicaine qui était anti-royaliste.
Il se trouve que quand on arrive à la tête de l'État ou à la tête du gouvernement anglais, on finit par accepter, ce qui est une évidence, que l'Angleterre est un régime royal avec énormément de pouvoir donné à ce qu'on appelle l'aristocratie anglaise, qui est très présente. Pas l'oublier. On prend le dernier, un des plus grands premiers ministres le plus connu, c'est Churchill. Churchill, c'était un aristocrate, c'était pas un roturier. Oui, absolument. Et en substance. Alors, et en substance, justement, par rapport à ces questions, la question de la possession des richesses, c'est très bien géré. Il y a des grands argentiers qui s'occupent de ça. La famille royale s'occupe que très peu de la richesse d'Angleterre, de la richesse de la couronne, puisqu'elle est gérée par d'autres. La question de la possession de l'État d'Angleterre, là, je mettrai un bémol. Virtuellement, effectivement, toute l'Angleterre appartient à la famille royale, et plus encore, le Canada, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais ça, c'est sur le papier. Dans les faits, il y a bien une séparation qui a été actée. Et c'est là où on parle de la couronne royale, de la richesse qui appartient à la couronne, donc la symbolique de la couronne, et la richesse personnelle de la famille royale, qui sont deux choses différentes. Quand on parle de la richesse personnelle de la famille royale, on estime qu'elle est à 350 millions de pounds anglais, de livres anglais. Mais la richesse réelle, on la connaît effectivement, c'est bien de le rappeler, on la connaît pas parce qu'il y a eu l'affaire des Panama Papers, on s'est rendu compte qu'il y avait des placements. Il ne faut pas oublier que la plupart des paradis fiscaux sont tenus par la couronne d'Angleterre et que la plupart de la fortune de cette couronne pour l'évasion fiscale, qui n'est même pas contrôlée par le fisc en plus, souvent va dans les Barbades, dans différents ex-dominions tenus par l'Angleterre. Donc l'Angleterre, effectivement, l'Angleterre royale a effectivement des possibilités d'évasion fiscale facile, mais en même temps a collé l'évasion fiscale puisque c'est le pays qui a inventé à la fois la révolution industrielle et le capitalisme financiarisé. Donc c'est le pays qui, et c'est là où le paradoxe est intéressant, est à la fois ultra-moderne dans son approche ultra-capitalistique et en même temps ultra-conservatrice dans son approche de la gestion de la chose publique, je veux dire du pouvoir. Et c'est vrai que chaque Premier ministre, quand il arrive à la tête de l'État, il doit être adoubé par la reine, ou le roi en l'occurrence maintenant, d'Angleterre. Il doit y avoir cette espèce de symbolique forte qui fait qu'on a le sentiment que la reine d'Angleterre est beaucoup plus importante, ou le roi est plus important qu'on ne veut bien le dire. Et puis deuxième chose importante que je tiens quand même à dénoncer ce soir, on est actuellement dans une période de deuil, ce qu'on peut comprendre, mais qui a oublié que la première dealer au monde, et je pèse mes mots, la première dealer, c'était la reine Victoria, qui a imposé à ce que tout un peuple, la Chine, soit drogué par des bateaux qui partaient d'Angleterre. C'est elle qui a imposé ça, et une des sources de la fortune de cette famille royale fait partie de ce deal. Donc il y a toujours à la fois les revenus gagnants aujourd'hui par la production de richesses qui est faite de façon classique, des revenus cachés, c'est vrai, et en même temps, à l'origine, des revenus de spoliation ou des revenus de trafic. Tout ça, ça constitue en règle générale les fortunes de tous les grands de ce monde, rois et autres empereurs. Oui, Monsieur Khalid Ben Yahya, justement, pour rester un petit peu dans le même ordre d'idée que celui de Gamal Abina, ce qu'on vient de dire. Alors, où va cet argent? À qui il profite? Et puis surtout, est-ce que on peut voir, par exemple, on dit que la fortune de la reine, par exemple, dépasserait de loin le budget de l'État. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, par exemple, la Grande-Bretagne traverse une période de crise. Est-ce que le budget de l'État peut aller, par exemple, vers celui de la couronne ou l'inverse? Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a une osmose en ce sens, parce que la richesse de l'Angleterre, du Royaume-Uni est très très importante. Et on voit pas mal de monarques dans le monde, c'est-à-dire même dans le monde arabe. Il y a beaucoup de pays qui souffrent actuellement, je dirais, de la pauvreté, mais dont le roi est très très riche, d'accord. Donc ça existe. Et actuellement, le Royaume-Uni, je pense qu'il va essayer de sauver le dollar, parce qu'actuellement la situation à travers le monde est un peu délicate à travers la guerre de l'Ukraine avec la Russie et ce qu'on appelle les Five Eyes, donc les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande essayent de jouer ce jeu-là et le cœur, je dirais, le poumon de ces pays-là, c'est l'Angleterre, d'accord. C'est ce pays-là qui est le poumon, je dirais, de tout le business à travers le monde, parce que c'est lui qui gère les grandes fortunes, d'accord. On dit que c'est les États-Unis, c'est vrai que les États-Unis ont un PIB très très important, mais l'influence, je dirais, sur le plan politique et sur le plan, je dis, décisionnel, sur le capitalisme, purement capitalisme, c'est l'Angleterre. Et là, l'Angleterre essaye, elle a fait le Brexit, donc elle ne veut pas avoir les mêmes problèmes que les pays européens, donc elle laisse la France et l'Allemagne essayer de sauver l'Europe, ou peut-être qu'ils ont une idée que l'Europe sera disloquée, qu'il y aura peut-être que quelques pays qui vont se maintenir, parce que à travers cette guerre-là contre la Russie, donc ça va poser beaucoup de problèmes. Il y aura beaucoup de manifestations en Europe, c'est ce qu'on voit actuellement. C'est déjà fait, oui.
Voilà, ça va commencer. Mais la chose qui inquiète un peu l'Angleterre, c'est ces genres de manifestations. On a vu l'arrivée de Margaret Thatcher en 1980, qu'il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup de problèmes, socio-économiques à travers l'Angleterre. Thatcher a été soutenue par la reine Elisabeth II, et actuellement, je pense que c'est le même jeu qu'elle va jouer des Truss, dans le sens essayer de sauver les grosses fortunes anglaises, c'est-à-dire les fortunes des riches, essayer de booster un peu l'économie, mais je pense que l'Angleterre a les moyens de sa politique. Je pense que à chaque fois qu'ils tombent dans une crise, ils ont sauvé pas mal de fois leur pays de la faillite, ils ont maîtrisé pendant plusieurs années l'inflation. Je pense que ils vont traverser une période de turbulence pendant 2-3 ans, mais je pense qu'ils ont les moyens de faire face à cette situation. Oui. Monsieur Gamal Abina, alors la famille royale, finalement, c'est une marque au service de la Grande-Bretagne. Oui, c'est à la fois une marque, un symbole fort, et l'idée que la famille la plus ancienne d'Europe, finalement, puisque la plupart des grandes familles royales ont été balayées par la Révolution ou amoindries, l'idée de se dire que l'Angleterre, finalement, est un pays qui a gardé des traditions très fortes, un conservatisme très fort, une économie, malgré tout, même si elle a baissé beaucoup, mais qui reste forte, qui reste un pays qui compte à tout point de vue. Je prends un exemple très concret, par exemple, qui va intéresser l'Algérie. Il y a 2 cotations dans le pétrole. Il y a le WTI, qui est le standard américain, et puis il y a le Brent, le fameux Brent, qui est le pétrole de la mer du Nord. Et le Brent, il y en a de moins en moins, mais ça reste une référence en termes de cotation. C'est-à-dire que les Anglais donnent là aussi dans le pétrole, dans le gaz, dans beaucoup de choses. Et effectivement, c'est un pays qui est capable de résilience et qui a la chance d'avoir ce Commonwealth de 52 États qui permet de pouvoir garantir que les échanges internationaux se font toujours en passant par le truchement de l'Angleterre, qui reste la 2e place financière après Wall Street et qui reste une place forte en termes de gestion des fortunes. Ça vous posait la question tout à l'heure de savoir est-ce que la fortune de la famille royale est bien gérée. Elle est non seulement bien gérée, mais extrêmement bien gérée, parce que les Anglais qui ont inventé le capitalisme financiarisé, qui ont inventé littéralement la bourse, les Anglais savent parfeptement gérer les fortunes et les valoriser. L'accroissement de la fortune de la famille royale n'a pas cessé d'augmenter année après année avec des optimisations fiscales extraordinaires. Et sachez surtout une chose, dans la succession en Angleterre, il n'y a pas de droit de succession pour la famille royale. C'est-à-dire que la fortune qui va être léguée à Charles III aujourd'hui est une fortune intégrale qui ne subit pas l'imposition. Quant à la gestion de l'Angleterre par la nouvelle Premier ministre qui se réclame de thatchérisme, là, par contre, on va être dans des phases de turbulence sociale qui vont être violentes. C'est une femme qui veut baisser ses impôts, donc moins d'aide sociale, qui va faire de l'ultralibéralisme comme Thatcher l'avait fait dans les années 80, et on se souvient de la catastrophe que ça a donné. Ça a donné des dérives, la jeunesse qui partait en déshérence, la drogue partout, la violence, la misère sociale. Ça, c'est les années Thatcher. Je pense que si on repasse par cette phase-là, sachant qu'il y a une crise accélérée avec la question ukrainienne et russe, avec la question de l'énergie, et surtout avec la question du changement de pouvoir qui va avoir un impact, même s'il est marginal tout de même, en termes d'image de l'Angleterre, je pense qu'on a des soucis à se faire pour le Royaume-Uni et l'Angleterre en particulier. Oui, pardonnez-moi, donc Monsieur Khalid Ben Yahia, je vais poser une question qui peut-être aura l'air d'être une question assez simple, mais vu qu'aujourd'hui le Royaume-Uni traverse une période de crise qui risque également de s'accentuer, est-ce que vous pensez que le roi Charles III mettra les mains à la poche? Bon, mettra les mains à la poche, c'est-à-dire dans le sens, il est roi d'Angleterre, donc il a une politique, il a des conseillers, je dirais, de haut niveau, donc l'héritage de sa mère, qui a gouverné pendant 70 ans. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a de grands experts en économie de la finance internationale des Anglais. Même la bourse de Londres, je dirais que c'est l'une des meilleures bourses au monde, donc c'est des gens qui maîtrisent la finance internationale. Il va y avoir un plan de sauvetage, d'accord, de gestion de crise, et bien sûr, donc ils vont faire des plans, des scénarios, donc peut-être qu'ils vont revoir aussi les fortunes cachées à travers la rente, parce que la rente n'est pas vraiment comptabilisée en Angleterre, d'accord, même dans les pays capitalistes, d'accord, on essaie toujours de cacher cette rente-là. Peut-être qu'il y aura un nouveau système des impôts et à travers là, je pense que le roi va mettre, c'est vrai, il va peut-être essayer de voir comment essayer de sauver cette phase-là, ou par le budget, je dirais, du royaume ou de la famille royale. Bon, la famille royale n'a pas
bon, peut-être, c'est pas 500 millions, 350 millions, 500 millions d'euros, mais beaucoup plus que ça. Mais elle est insuffisante, mais je pense qu'il y a beaucoup de fortunes qui sont, je dirais, des comptes cachés. C'est comme le Vatican qui a beaucoup d'argent dans le monde, d'accord, et qui échappe à toute institution financière internationale de les contrôler. Donc il y a des montants très importants qui sont pas soumis au contrôle international. Et je pense que le roi Charles va faire de son mieux pour essayer de sauver cette phase-là, parce que c'est une phase vraiment très critique. Mais je reste toujours persuadé que les Anglais, s'il n'y a pas une guerre plus importante, d'accord, espérons que le problème de l'Ukraine et de la Russie sont réglés, s'il n'y a pas une propagation de la guerre à travers l'Europe, etc. Donc, je pense que c'est une situation qui sera maîtrisée par les Anglais. Très bien, Monsieur Faïd Ben Yahia. Monsieur Gamal Abina, je crois que je vais conclure avec vous parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. On dit souvent que le clan des Windsor sont un petit peu la vitrine du soft power de l'Angleterre. Expliquez-nous ceci. Ça commence déjà, pour vous donner un exemple très concret, la reine d'Angleterre, la nouvelle reine qui vient de décéder maintenant, en 52, quand elle accède au pouvoir à 25 ans, à la suite de la mort de son père d'un cancer des poumons, et bien là qu'elle accède au pouvoir, elle n'est pas en Angleterre, hein, elle est déjà en Afrique. Oui. Et elle était au Kenya, et elle était déjà en train de discuter avec les dirigeants kenyans, alors qu'il y avait une crise grave qui secouait le pays. La reine d'Angleterre a toujours donné le sentiment qu'elle avait une sorte d'équilibre par rapport à l'Afrique, bienveillance, une sorte de bienveillance qui d'ailleurs est remarquée. Elle va en Afrique du Sud que 2 fois dans sa vie. Elle y va en 47 au moment de l'apartheid, donc c'était un apartheid qui était assez violent. Et elle y retourne en 95 pour aller rendre hommage à Nelson Mandela, qui a une très bonne relation à elle d'ailleurs, une relation tellement de proximité qu'ils se saluent et se parlent en donnant leur prénom, ce qui est plutôt anti-protocolaire. Oui. Et donc, c'est dire que la reine d'Angleterre a une image qui quand même est bonne, et c'est vraiment le soft power anglais qui dit que par le truchement de cette femme ou de ce futur roi, l'Angleterre pérennise sa relation à telle enseigne qu'effectivement, aujourd'hui, il y a 52 pays du Commonwealth. Et c'est quoi le Commonwealth? C'est les richesses communes. C'est comme ça qu'on appelle ça. Le bien commun, pour être très précis. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Angleterre a été capable de garder aux 4 coins du monde des relations commerciales extrêmement solides, extrêmement fortes, et que c'est elle qui fait de la gestion par la City, donc cette fameuse grande bourse anglaise, la gestion des différentes cotations des marchandises, que ce soit les biens gaziers, pétroliers, tout ce qu'on appelle les énergétiques, ou les biens, je sais pas, de cotation de nourriture, je ne sais quel autre denrée alimentaire ou minière. C'est l'Angleterre qui fait, avec les États-Unis, mais l'Angleterre aussi, qui fait la loi sur les marchés internationaux et qui donne la cotation. Donc c'est elle qui donne là. Et effectivement, ce soft power, on l'observe régulièrement quand on voit quand elle était voir Nkrumah, par exemple, qui était quand même le président panafricain anti-anglais, de façon fondamentale anti-anglais, il reste dans le Commonwealth parce qu'elle le convainc de rester. C'est ça le soft power de la reine d'Angleterre. C'est pas un premier ministre qui arrive avec un ton méprisant. Elle arrive avec le sourire, elle rassure les gens. Et bien, c'est un peu l'image qu'elle va laisser. Le seul endroit au monde, j'ai envie de dire, où elle garde une image détestable, c'est l'Irlande du Nord. J'en veux pour preuve qu'hier, par exemple, il y a eu une manifestation de joie dans certains quartiers nord-irlandais quand ils ont pris sa mort. Mais c'est le seul endroit où, effectivement, elle était très mal vue. Sinon, dans le reste du monde, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup, Monsieur Gamal Abina. Monsieur Faïd Ben Yahia, je vous donne le dernier mot, mais soyez bref, s'il vous plaît. Je pense que la situation en Angleterre sera gérée. Bon, il y a le décès donc de la reine qui a gouverné pendant 70 ans. Elle a su gérer son royaume, son trône pendant ces années-là. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas dans l'histoire de l'Angleterre, mais je pense que les Anglais, quand même, ils ont une culture très, très importante, et c'est le facteur, je dirais, assurance, cette confiance-là qu'ils essayent de donner à ces peuples-là pour réussir. Je pense qu'ils vont la redonner avec le roi Charles III, et c'est ça qui va, je dirais, essayer de booster l'économie anglaise. Merci beaucoup, Monsieur Faïd Ben Yahia. Merci également, je rappelle que vous êtes économiste algérien. Merci beaucoup également à Monsieur Gamal Abina. Vous étiez avec nous, expert en questions internationales. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir prêté attention, de nous avoir prêté attention pour ce Zoom qui qui tire à sa fin. Au revoir.